Alors, s'il faut revenir à cette énigmatique sentence de moi-même qui date d'un certain février 2002, alors être répondant d'autrui, je souligne en sous-titre comme un Sprachen, correspondre à autrui. Mais, ça veut dire aussi une certaine adéquation. C'est tellement difficile d'être adéquat à autrui, c'est même pas nécessaire, c'est pas souhaitable non plus. Je dirais que c'est autrui, au sens très général cette fois-ci, c'est-à-dire ce qui est hors de moi, tout est autre et autrui, pose au sens fort du terme la thèse du monde. C'est pas le philosophe, penseur, ni artiste, ni le poète, finalement, aura la capacité de poser une thèse du monde. Le monde, soit qu'il se constitue de soi-même par devenir que nous y habitons dans un moment de renversement ou revirement ou dans un passage de je ne sais d'où à où, à un point A ou un point Z. Là, chaque mois, chaque auteur aussi supposait un philosophe, supposait qu'il poserait des thèses, alors que ça n'en a rien. Et ça n'en a rien, il n'en a rien. Et s'il est vrai, le philosophe, il ne pose pas. Il peut tracer un plan d'immanence par médiocrité, non pas médiocrité, mais par une certaine facilité. Je n'ai pas trouvé le mot en fait, par commodité, voilà. On trace, on fait un dessin par commodité, on fait un tableau par commodité, on écrit un poème par commodité, on écrit un livre de philosophie ou bien une thèse de doctorat en philosophie ou dans n'importe quel domaine délimité par, à la fois par courtoisie de notre part et à la fois par commodité. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire commodité? Voilà, c'est autrui qui pose la thèse et c'est une autre manière de dire, comme Heidegger, que Dasein se trouve jeté dans le monde. On n'a pas choisi le monde, on n'a pas choisi thèse au sens forme, thésis, position dans laquelle nous allons nous débattre dans la vie. On n'a pas dit persévérance dans la vie, persévérance justement dans la thèse et résistance à la thèse. Et le philosophe, s'il en a, doit avoir une réponse, c'est ça ma conclusion, doit avoir une réponse à cette thèse du monde. Le jeu du monde peut être considéré au sens de Eugène Fink, l'ensemble de ce tableau comme un jeu. Très bon, juste une définition, et très héraclitien bien sûr. Le temps, c'est un enfant qui pose des petites pièces d'échiquier, n'est-ce pas? Donc c'est un jeu à l'aveuglette, ce qu'on appelle le monde, le devenir, l'histoire et le moment donné. Un moment donné dans l'histoire dans lequel nous sommes tombés, j'étais né, même parfois dans un imbroglio, dans une indétermination, comme disait Hegel, et nous nous trouvons d'abord d'emblée déterminés par quelque chose que nous n'avons pas choisi. C'est ça. Sartre avait bien conçu ceci et
Mais il a mal exprimé, en grosso modo exprimé. Il ne s'agit pas de l'essence, il s'agit de cette contingence même, de se trouver être jeté dans le monde. Et ce qu'il appelle négation, bien sûr, c'est trouver une antithèse à ce monde, mais il ne s'agit même pas d'une antithèse, c'est résister à cette thèse, déconstruire cette thèse, moléculiser, faire revenir à ces éléments soi-disant constitutifs ou en ruine. Là, constater, au-delà de tous les mises en garde en vue d'une escamotage systématique qu'on appellerait idéologie artificiellement structurée, alors qu'il devrait y avoir des autres idéologies, bien sûr, dont nous portons la trace. C'est autre chose. La philosophie a la tendance à les appeler doxa, opinion, idole, des idoles. Oui. Il faut respecter les idoles parce qu'ils sont carrément des quasi-concepts qui cachent ou qui contiennent dans leur structure, soit déformée, soit préservée, mais détachée de leur grande ligne d'un continuum qui leur donnait une certaine vitalité de l'esprit, de leurs environnements qui le nourrissaient, etc. C'est un petit poème de Hegel, jeune Hegel à Hölderlin, etc. Donc, soit nous avons affaire à des débris comme à déchiffrer et les faire revenir à leur destinalité, justement, d'où vient l'expression de destinérance des envois chez Derrida, par exemple. On ne peut pas trouver leurs origines, mais leurs envois l'un à l'autre et leur connexion voisinage nous donnent une certaine localisation, nous donnent une chance de les localiser, mais il ne s'agit pas de localiser au sens topographique du terme, mais de comment les décortiquer ou les enchaîner comme les différents, comme d'une part leur statut de compossibilité en leur hétérogénéité, d'autre part de leur incompossibilité, vu qu'il y a qu'il devait y avoir des morceaux incommensurables qui feraient semblant d'être une partie d'un tout alors qu'il ne s'agit pas d'un tout. J'ai l'air de comprendre la problématique lyotardien en ce qui concerne ce tableau de Paul Klee qu'il aura déplié le cube, mais il aura obtenu quoi? 6 carrés ou 5 carrés. Parce que s'il compte le premier carré cube, le fond du cube plutôt, est-ce qu'il est inclus dans cet ensemble ou pas? C'est ça. Est-ce que c'est parti à partir de quel nous procédons? Est-ce qu'il fait partie de ce que nous schématisons ou nous-mêmes, est-ce que nous faisons partie? Moi, je disais que c'est l'impensé, c'est-à-dire ce qui est... Moi, je suis constitué d'une synthèse passive alors que je suis active en plein temps, au sens où naturel, au sens où issu d'une synthèse passive. Moi, je suis issu d'une synthèse passive alors que je ne suis pas passif. Je suis en tout temps, soit en négation, soit en irritation, soit en allergie vers autrui, envers autrui. Je suis peuplé d'autrui, oui, de multitudes, si vous voulez, des choix manqués, des possibilités
qui se retire de moi de plus en plus que j'avance dans la vie. Et cet homme, par naissance, perd toute la possibilité de choix ou rien. Nous avons quand même dans un terrain de jeu qu'on appelle encore jeu du monde, mais nous sommes captés par une grande ligne molaire qui est capitaliste. Et chaque fois, une figure de souveraineté captait les lignes. C'est ça l'essence du nomadisme et en connivence et en voisinage d'une figure souveraine avec le nomadisme qui cherche des points de fuite qui finalement ne sont que des transgressions enfreintes peut-être, une transgression, c'est-à-dire soit quoi, y compris escamotage, y compris dissimulation, y compris hypocrisie, y compris le mensonge blanc, y compris escroquerie, y compris quoi, ce qu'on appelle des biens culturels en marchandage clandestin. Voilà, c'est une sorte de clandestinité, c'est-à-dire vous n'avez pas payé l'impôt, plutôt tribut de ceux qui tiennent les citadelles des eaux, des rébellions sous Bachu, etc. Ce sont des noms féodaux, des seigneurs royaux. Là, chercher des lignes de fuite. D'où vient Troubadour dans la poésie, dans le chant, dans la musique, n'est-ce pas? Et d'où viennent toutes ces abstractions dans la peinture et même épuration dans la calligraphie, dite idéogramme, etc., dans la culture soit chinoise, soit japonaise. Et moi, je dirais, en contraste avec une certaine historicité de l'alphabet et culture tamile et de l'Inde interne également. Vous voyez, s'il faut compter les Turcs dans cette scène asiatique, effectivement, ils sont d'abord à cheval, ils maîtrisent la vitesse. Ils sont nomades et ils tiennent les lignes de fuite, d'où l'existence empirique de la muraille de Chine et le rapport avec Tibet difficile et le rapport difficile avec Ouïghours. Le rapport difficile avec l'Inde éternelle. Et d'où la conséquence en Taïwan comme une poupée de l'industrie, comme n'importe quelle métropole aujourd'hui, une poupée de quelque chose qui est comme marionnette de von Kleist. On a l'impression d'être vivant, toute la vivacité c'est dans la vie urbaine, alors que ce sont des morts ambulants, comme on peut, même dans mes peintures, on peut en trouver des signes, il y en a beaucoup. Des morts ambulants, les bourgeois, et encore plus squelettique et désincarné, la classe prolétaire, et les intellectuels qui devraient être comme une sinistre militants souterrains, dans les cavernes, non pas cette fois-ci platoniciens, mais dans la bifurcation des cavités de chaos, c'est-à-dire des égouts, des villes. On trouve une longue description dans les romans européens du 19e siècle
dans l'un misérable. Imaginez que ce dessin très codifié est voulu exiger par un coup de foudre, par un peintre intronisé. Et c'est devenu le peintre classique canonique et Shem même qui représente Régence dans cette dynastie, ceux de père et de fils, parce qu'il ne s'agit pas d'une seule personne, de toute une famille royale et légendaire. C'est-à-dire que la légende qui se figure dans la famille dynastique. Et disons que c'est ça m'est égal, 14e siècle ou 11e siècle, mais après la rencontre avec les Occidentaux, parce qu'il y a une présence de l'homme blanc dans ces séries, et complètement anonyme. Et ces peintures, ces dessins sont issus d'une école, d'une dynastie qu'on peut noter seulement les siècles. Vous voyez, il n'y a pas un signataire, mais il y a quand même un dirigeant de cette école de peintres, de calligraphes, idéogrammes chinoises. Vous voyez, tout le monde reconnaîtra jusque leur nom, prénom, leur histoire, leur descendance, leur ascendance, le personnage. Et dans ce dessin singulier, il y aura une marge de juger, non pas esthétiquement, mais politiquement, et selon le tournure des événements qui vont tourner mal ou bien, et ils vont localiser le dessin dans cette histoire, dans une séquence où l'avant et après sera décisif d'un jugement esthétique que c'est bon, on n'avait pas travaillé ce point-ci, alors qu'il s'agit d'un événement quasiment juridique, c'est-à-dire bon, toujours comme c'est le cas dans une dynastie, dans un palais, des fornications ou des trahisons ou des grands mariages ou des décès, preuves de fidélité au chevet ou une prominatoire nouvelle qui arrive de l'Occident ou la présence des Occidentaux et leur séjour qui intrigue le marché et change les rapports de force, c'est ça la peinture. Ce que j'entends de la multitude aussi. L'exemple mythique pour moi, parce que c'est très loin de moi, dis-je l'estampe chinois, c'est l'exemplaire pour faire un exercice d'un décodage et de surcodage dans une tradition dite séquentielle, c'est pas éternel bien sûr, dans une tradition de peinture, là où il y aurait une signification, juste, on peut rapprocher ça à la théâtre shakespearien, bien sûr, c'est toujours la même chose, mais d'une manière différente en Europe et dans le sud jusqu'à la Chypre, n'est-ce pas? Vous voyez, Malte, Venise, etc. Et ses précédents, bien sûr, Christophe Malot et cette metteur en scène qui tourne autour du politique et fictionnalité, manigance dans un jeu de clair-obscur, donc vrai et de vraisemblance, fiction et de la réalité,
Bien sûr, il s'agit d'une juridiction, c'est-à-dire un tribunal de la raison, en ce qui concerne, qui est l'homme qui nous ont, qui nous dirige, de quel droit et de quelle manigance et de fornication sommes-nous issus, quoi demain, c'est-à-dire que va-t-on faire avec la présence occidentale? Peut-on se fier encore à nos conseillers le plus fidèles à nos traditions, donc ancestrales et paternelles, et tout en étant en cheveux, c'est-à-dire 2 ou 3 jours ou années pour régence, tout est forniqué, tout est triché, c'est le palais, comme on connaît la plupart, dans la plupart de l'Empire, c'est la taille de palais, c'est-à-dire cité interdit, un grand art codifié que j'ai fait. Je ne suis pas une lettriste, ni une houroufi, ni une ésotérique de lettres, alors qu'il y a un lieu d'en parler de l'érotisme et de l'ésotérisme des lettres, non pas seulement tamil, mais à l'intérieur même d'arabe, qui a donné le lieu à l'art de Khat, c'est-à-dire calligraphie arabe. Bon, Jim, Dal, Ha, Ta, pourquoi pas, n'est-ce pas, avec le point, sans point, virgule. Un œil, des œils, une grimace, un sourire, un étonnement, un visage. Voilà ce qui fait Jim Holt. Tout un lettrisme affectif dans son athlétisme. Bien sûr, au centre général du thème politique. Il ne s'agit même pas d'un conflit des interprétations, c'est conflit avant l'interprétation. Ça dépend d'un positionnement qui a une conséquence dans les interprétations, soi-disant, n'est-ce pas? Il n'y a que de répliques, il n'y a pas de représentation ou de interprétation. C'est la chouette à Hegel, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a que de conflits très clairs, mais toujours escamotés, bien sûr, sous peine de mort, exclusion, amendement, expropriation, exil, bien connu. Peine de mort, c'est le sommet de la loi humaine. La paix arrive dans le palais, la faste, festin au canal laquais, fini, terminé. On a entendu, vous pouvez vous disposer. Tout le monde s'enfuit dans ce âtre alcool. La régence dans toute sa nudité, pour ne pas dire le roi, sauf qu'il ne sait pas lui-même, est toute nue devant le public. Donc cette nudité appellerait la peinture canonique dont
toute codification sera connue par l'initié, c'est-à-dire le peintre, élite, etc. C'est comme dans notre poésie de divan ottoman, n'est-ce pas? On, on dédaignait écrire en turc, en ottoman, on utilisait des tournures persan et en arabe plus compliqué les choses. Non pas plus compliqué seulement, c'est-à-dire pour prendre distance par rapport au peuplade, un peuplade de l'Empire, c'est une hétérogène, une multiplicité éparse. Et cette prise de distance, relativement retrait de poètes et de peintres miniatures, je parle des Ottomans, sous l'exemple chinois de la cité interdite, et donner l'occasion comme dans l'église de Korra, juste à la fin, une extrémis de leur empire, n'est-ce pas, les mosaïques se parlaient, c'est mon leitmotiv, d'où le soliloque, c'est-à-dire la chouette de la philosophie, qui s'envole même pas, qui s'est enfermé dans une cage d'une basilique qu'on nomme Korra, très tardif à Constantinople, donc à la fin des Byzantins, et toute épistémologie, théologie négative, même en Pologne, n'est-ce pas, avec une Casimir, il y aura une certaine illumination, pour ne pas dire les lumières, en plein Moyen-Âge. Alors, cette manière de peindre ou écrire en poésie codifiée, pour les initiés et pour les lecteurs de ces miniatures, je ne descendrai pas jusqu'à cette passage de dire qu'il s'agissait, à l'absence des journaux et des autres moyens de communication, seul moyen, mais ça communiquait toute l'enjeu stratégie politique, mais non pas comme news for news, n'est-ce pas? C'est pas des choses anodines si vous le possédez en maison, cette peinture. Si vous êtes en proximité, c'est votre tactique, c'est votre stratégie, c'est votre problématique. Et dans le miroir duquel vous devrez vous situer par rapport, n'est-ce pas? Faire avec et comprendre, comme dans un jeu de Go, le prochain coup, comme dans mon modeste jeu d'échiquier que j'ai repéré, n'est-ce pas, après coup de la rédaction de Heft Punch, ce duel dans un coin de palais ottoman entre un football, non, pour ne pas dire clown du palais, mais quelqu'un qu'on appelle conseiller, donc qui n'est pas de la régence, et d'autres sur le divan de la régence, qui étaient en train de jouer un jeu d'échecs. D'où mes spéculations, bien sûr numérologiques, Heft Punch, le coup, c'est-à-dire la politique. Que faire? Que va dire? Quoi demain? Vous voyez? Le plan du monde s'est tracé déjà, ça nous
présente comme une thèse, on nous exige de prendre des positions, soit du haut, soit d'en bas, soit des ancêtres flous, fades, soit des présences fortes, n'est-ce pas? Et le flux traverse et qui fait communiquer en détruisant tous les points nodaux, comme jouant une charnière qui fait bouger ce cube déplié pour le spectateur, alors que tout cube, c'est un cube dans des autres cubes, sous-cubes, sous-ensembles, qu'on peut appeler ça sommeil d'hiver non pas chez les primates, mais chez les monocellules. Il y a des mouvements que j'utilisais beaucoup, cette expression sporadique, mais sport veut dire une quasi-mort d'un vivant. Mais il ne s'agit pas de la mort, d'une stratégie de vie pour accumuler ou pour économiser des forces vitales. Il fait semblant de mort, comme un tigre à Uxelles, qui est adoré par Heidegger et repris par Deleuze pour élargir justement le champ perspectif d'appréhension en ce qui concerne le vivant, et le vivant dans son polémos ontologique, qui nous donne comme dans l'exemple de mon aspectivisme que vous trouveriez si joint un exemplaire assez calligraphié et un peu enjoué, ne faisons pas des concessions en ce qui concerne les acquis de la peinture occidentale, mais tout en restant, n'est-ce pas, dans cette codification, soit chinoise, soit ottoman, de s'adresser non pas à un kidam, mais à un initié qui serait également considéré comme un kidam devant l'histoire, quelqu'un qui passe, à la manière de Nietzsche, non pas lui-même, mais dans ce qu'il a considéré l'homme comme quelque chose qui passe. Mais l'arrêt du temps, séquence, découpage et codification fait que dans cette réitération de la lettre et composition de la lettre que nous appelons aujourd'hui phrases, déclaration, prononciation, proclamation. Les philosophes appellent des propositions. Ce sont des écriteaux à la manière d'écrire à l'entrée d'une zone interdite, forbidden. C'est quelque chose comme ça. C'est une ouverture, un écran, un théâtre, un spectacle, publicum, qu'il s'agit là où l'interdit s'y joue, c'est-à-dire la fermeture que nous appelons focclusion, sans pas savoir, bien sûr, sans vouloir, ce qu'on peut appeler aussi délimitation ontologique, ou pour élargir, mais c'est très vague,
la finitude de l'homme. Ça ne veut rien dire finalement, parce que la finitude, toute la scène, en ce qui concerne, y compris le monde vivant, l'animal, l'homme, et le cosmos, c'est-à-dire les astres, c'est un enjeu de polémos et de la finitude. S'il n'y a pas de limite, il n'y aura pas de polémos et de conflit. D'où l'importance du trait. Chaque trait aura le droit d'être appelé grundris, c'est-à-dire le trait fondamental. Chaque trait décisif, fondamental et violent. Violent, c'est ça que je voulais dire depuis le départ. Comme je me suis accusé d'une certaine manière de rester dans les stéréotypes ou suivre mes stéréotypes. Mais d'où viennent mes stéréotypes? Bon, je me suis bien expliqué et je n'ai jamais utilisé le mot stéréotype. Mais on peut recevoir ça comme si j'étais dans une stéréotype parce que j'ai réitéré tellement le mot de réitération, même si on omet, n'est-ce pas, par une certaine courtoisie, le mot, le concept de différence, n'est-ce pas? Oui, c'est évident maintenant dans notre siècle que s'il y a une différence, il peut y avoir dans la trace, au sens d'artefactualité, et désœuvrement humain, y compris désœuvrement, justement, soi-disant artistique, soi-disant, je veux dire que le mot l'art est faible de sens. Moi, je cherche dans la marge selon le contenu. Ce matin, c'était le titre de mon film, c'était une praxis axiologique. D'abord, j'ai pensé une praxio-axiologie. C'est très prétentieux, pas encore, c'est pas la peine, mais une praxis que j'ai bien développée comme tel. Ça aussi, c'est une stéréotype dans l'histoire de la philosophie, mais sans nommer, sans comprendre surtout philosophie de l'action, y compris. Eh bien, axiologie, c'est-à-dire quelque chose qui présupposerait quelque chose comme axiome qu'on ne peut pas prouver ni par un syllogisme, ni par un raisonnement, ni une déduction, ni encore moins une induction. Voilà, ça s'impose d'emblée. Moi, j'ai utilisé le terme que je n'ai pas utilisé auparavant, c'est empressement. Ce qui s'impose par un empressement. Ça c'est bien, bien que je souligne sa sublimité. Aujourd'hui, je suis très recherché par les abeilles parce que je sens les fleurs, toutes sortes de sève. Alors, je vois un chien, un chat, deux chats, les corbeaux, les muettes, ça va, je suis dans mon atmosphère. Je stimule. Et à la tombée de nuit, donc, ce qu'il faut faire, une chouette prend son vol et revoir ce qu'il a déjà fait. J'ai trouvé une étoile rouge par terre et c'est desséché, mais c'est déjà
pas mal. C'est une journée, surtout l'après-midi, humide, pas beaucoup de pluie, mais pendant que je dessinais quand même, il pleuvait, et pendant que mon grand paper se sèche, il pleuvait encore, et ça enrichissait aussi le dessin. Donc, je suis stéréotype, non. C'est une sorte de fidélité à un processus, oui. Mais dès que je m'entache de stéréotypes dans ce que je fais dans le dessin et peinture, là, effectivement, je sens une force impulsive de changer de tonalité, ton spiel. Pourquoi pas sortir d'une variation eidétique alors que les lignes virtuelles se bifurquent à une ligne au désavantage, on ne dit pas désavantage, mais voilà, à l'étouffement, disons, d'une autre ligne possible. Je peux à tout instant retourner à mes ressources qui n'existent pas, mais je me suis créé, je suis tombé dans le dedans des Stimmung, je ne les lis pas, et ça fait œuvre par disjonction, c'est-à-dire un certain orientalisme, pourquoi pas, y compris dans la peinture. Et tout est, à peu près tout est permis dans la littérature moderne, dans l'écriture surtout, changement même, n'est-ce pas, des pronoms personnels d'une phrase à une autre, non pas pour justement désorienter le lecteur, mais d'une raison ontologique que je ne peux pas expliquer. C'est profonde causalité, mais ontologique. Oui, c'est pour ça que je préfère dire ça s'impose par un empressement dans une liminaire d'une sublimité. Là, ce sont à peu près mes propos maintenant développés de ce matin, d'hier, 5-6 décembre. Aujourd'hui, c'est 7 décembre. Je sais que vous n'aimez pas les comptes rendus, mais j'essaie de parler degré par degré, descendre à une souche, à un niveau, à un registre, en passant par des conclusions provisoires, très artificielles, et des comptes rendus encore plus mécaniques, journalistiques, comme de mémorabilis, à une écriture. D'abord, dans la peinture, tout est possible, mais ça se discrédite facilement. Mais dans la littérature, dans l'écriture, également tout est possible, mais bien sûr, il y a des impératifs de la grammaire, des mots, structure, des phrases. Il faut que ce soit encore lisible leur détournement. Dans l'image, c'est pas si facilement déchiffrable. C'est quoi le peintre détourne à ce moment-là? Il ne faut pas que ce soit une affiche ou un slogan. Voilà. Là, tout en restant dans l'élément de la peinture, comment faire, comment savoir d'abord qu'on est en train de détourner quelque chose, ou bien tout en
voulant par ses volontés ou intentionnalités de détourner, on retombe en plein milieu, comme hier soir. Donc, je répète, je réfère à mon discours à un certain Watteau, à un certain Fragonard qui est devenu ma chose pour des raisons non pas essentielles, mais j'appelle chaque fois que je vois une balançoire digne d'avoir ce nom. Et comme maintenant je suis dans la proximité, je l'appelle en référence à un tableau de Fragonard, balançoire à Fragonard. C'est devenu une expression privée dans mon lexique, ça veut dire que je balance loyalement, vous voyez, je m'en fous, et bien que ça m'intéresse extrêmement. Et aujourd'hui, je suis resté avant cette grande cérémonie de zen, commencer à peindre, préparation lourde, ça déjà, ça fatigue déjà, mais c'est à la fois exaltant de préparation non pas de produits ni de matières premières, mais il faut le donner. Voilà ce qui tombe sous ma main. Mais Forhanden, à ces choses-là, moi, je comporte comme elles sont des Zuhanden, à la fois que je rejette, utiliser le terme que j'utilise, la matière première, ne serait-ce que pour la peinture. Rien n'est pas disposé à notre, à notre action d'écrasement avec les doigts. Alors que les grains résistent, il y a des gros grains qui ne donnent pas leur chair charnue, je dirais. Plus on s'enfonce dans l'hiver, il n'y a plus de grains, il n'y a plus de sel, mais il y a des différentes herbes, herbothérapie, herborium. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Herberie. Ah oui, dans mon roman, j'ai utilisé jachère, pardon, avec le verbe jachère, jardinage à jachère. J'ai utilisé, à mon avis, beaucoup. Donc, mars, avril, mai de cette année. Là, on est dans la friche de plus en plus, mais on ne peut être plus content. Là, il y a eu des films que sans programmer, j'ai transmis un sentiment par rapport à la destruction, bien sûr, de la nature dans les milieux urbains et ce qui se passe au niveau architectural, à mon avis, qui n'a rien à voir avec une musique, surtout ton spiel, mais ni une cristallisation de la pensée, ni une musique digne de ce nom. Il y a un jeu seulement, un spiel, mais c'est un jeu comme de plus bas utile, plus utile et en plus pour donner une certaine attrayance, n'est-ce pas, attraction, l'attrait. Et on utilise certains procédés de courbure, etc. Ça m'intéresse nullement. Mais l'architecture,
dans son sens essentiel, ça m'intéresserait. Ça m'intéresse. Bon, Alborium, cette senteur, cette dahlia, ces odeurs en peignant. Ça m'exalte parce que la nature, justement, ça se dévoile en odeur et en couleur aussi, en même temps. Pour les yeux fatigués de moi, supposons que je n'aurais pas de main. Alors, comment peindre? Il y a des pieds, bien sûr. Il y a des bouts de nez. On n'est pas obligé de peindre non plus. En fait, si j'avais une culture musicale, n'est-ce pas, Hindemith, Stockhausen, j'aurais pu essayer d'abord utiliser les instruments musicaux que je possède à la maison, par curiosité, mais je bousille les timbres. Alors que une fois j'ai dessiné un piano sans pianiste dédié à Chopin et sa petite copine, je dirais, Salomé. C'est une des chansons pieuses. Parce qu'on m'avait demandé à l'époque comment peindre la musique sans utiliser le sigle de notation musicale. Moi, j'ai utilisé également les notations musicales, mais j'utilisais quand même au-delà de toute Bragg avec son violon, avec la courbure des fesses. Je crois que c'est bien traité ce sujet de cubiste, pourquoi il peut faire violon. Même chez Chagall, il y a un homme ou bien un juif qui joue un violon, mais il a l'air un violon ou un violon de gamba peut-être. Il a l'air de jouer soi-même. Enfin, le cœur et l'instrument devient un. Ça, par contre, ça m'intéresse extrêmement. Dans ma prime jeunesse, j'avais écrit un petit texte concernant justement cela, c'est-à-dire propriété et l'instrument musical est comme le cœur humain, comme instrument musical, est dans une sorte de symbiosis avec cet dispositif musical-là. Sonorité. Hier, à partir de Brecht, j'ai développé, n'est-ce pas, cet exemple que même pas Brecht avait donné, entre les dents, un fil de cuivre tendu. Ça fait une sonorité avec les doigts qui fait de petites pressions régulières ou irrégulières là-dessus, mais cette fois, moi j'ai essayé pendant mon enfance et ça donne extrêmement forte impression que on se demande si de l'extérieur les gens peuvent ressentir la même chose que vous en exécutant ce morceau qui n'a jamais écrit votre force. Votre force, tout simplement. A permis d'avoir lieu et aussitôt que vous êtes satisfait cette épreuve éprouvante
s'arrête, mais son impression reste. Donc une fois dans la vie, surtout dans les premières enfances, il faut l'essayer. Hein. Je n'ai pas essayé, même avec le plastique, fil de fer, ça peut marcher. Il ne faut pas abîmer les dents pour un profond sentiment de transpirer sans avoir un instrument. Vous êtes à la fois un violoncelliste et vous êtes à la fois l'instrument, un instrument à l'air. Flûte aussi c'est bien, mais il faut avoir une bonne qualité de bois né chez les orientaux. Cavale, même cavale. Et il y a tellement de variations. Aujourd'hui, je suis tombé par hasard ce matin en sortant de chez moi, effectivement, ce monsieur qui est en train de jouer ce que nous appelons Touloum. Ça existe chez les Écossais, dans l'est de la Turquie, Artvin, et sûrement dans des autres endroits montagnards de nord-est de la Turquie et en Caucasie. Voilà, je vous en fais écouter. 国美実相玄々司会高天原にかむたまひもえいでます。かむろぎかむろみの道からもちて、万世と人の身をやかむあまつすのま光をみかみ、腹ひどのおかむたちもろもろの坂ごとたまひの包みきがれおば、ま光もて腹ひ清めみそぎたまいて、神の子の力、よみがえらせたまえと申すことのよしを、かしこみもまおす。みおやもとすま光をみかみ、守りたまえ、先はいたまえ。みおやもとすま光をみかみ、守りたまえ、先はいたまえ。かんながらたまひちはいませ。かんながらたまひちはいませ。